Bonjour, s'il vous plaît, installez-vous, prenez place, hein. On est entre nous. Bon, je vais commencer par un petit constat. Aujourd'hui, le développement de l'éolien en mer et plus généralement des énergies marines va passer par des technologies qui vont être installées toujours plus loin des côtes, avec des profondeurs plus importantes, avoir accès à une ressource aussi plus importante, plus fiable. Et tout ça va impliquer des problématiques au niveau de l'opération maintenance et des coûts opérationnels qui vont être toujours plus importants. Moi, je m'appelle François-Xavier Failly, je travaille pour Technalia. Technalia, c'est un centre de recherche appliquée qui travaille sur ces sujets-là de renouvelables marins, entre autres. Et je voulais vous donner la vision qu'on a autour de cette plateforme qu'on a en mer et qui nous permet de venir catalyser les développements et les validations d'innovation, et en l'occurrence là de composants critiques qu'on va retrouver sur les technologies flottantes. Mais avant ça, qui est Technalia? Alors, je reviens en arrière. Technalia, c'est un centre de recherche appliquée et développement technologique. Donc on fait du conseil, de l'ingénierie, des projets de R&D, on a des infrastructures d'essai. Et pour avoir une idée de la taille, on a à peu près 1500 personnes. Ça fait de nous le premier centre de recherche appliquée privé espagnol. Et on a une présence internationale et on est présent en France depuis 2007 et en particulier aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine où je suis basé. Donc globalement, on travaille sur le développement technologique pour les entreprises, pour faire en sorte qu'elles soient plus compétitives, plus présentes sur leur secteur, sur leur marché. On les aide dans leur développement. On fait également du transfert de technologie et le but, c'est qu'elles puissent générer du profit et de l'impact, de l'emploi grâce à ces innovations. Et quels sont les domaines d'activité dans la partie renouvelable marine de Technalia? Alors, on travaille sur les solutions éoliennes en mer, qu'elles soient fixes ou flottantes. Par exemple, on a créé une spin-off, donc un projet qui a évolué en entreprise qui s'appelle Nautilus Floating Solutions, qui vise justement au développement d'un flotteur pour l'éolien en mer. Un autre pan d'activité qui est autour des énergies océaniques, donc, vagues et courants, et du solaire photovoltaïque. Un autre exemple de société qu'on a créée qui s'appelait à l'époque Ocean Tech et qui a été transférée et rachetée par une entreprise d'ingénierie de Bilbao qui s'appelle IDOM. Donc, vous voyez, c'est cette bouée là verte qui s'appelle le Marmoc, qui a été testée pendant 3 hivers à BIMEP, qui a survécu, hein, forcément. En activité un peu plus transversale à ces technologies-là, éolien, océanique, photovoltaïque, on va retrouver les activités autour de la connexion électrique, donc tout ce qui va être câble dynamique, architecture électrique, connecteurs, sous-station réseau. Un autre exemple de transfert de technologie, c'est avec la société Ditrel où on a développé un brevet, Technalia, on a co-développé avec eux. Et aujourd'hui, du coup, ils industrialisent et ils commercialisent un connecteur sous-marin pour les plateformes flottantes. Et une autre activité qui est autour de la numérisation, digitalisation des actifs en production pour venir améliorer les coûts opérationnels. Donc une partie de la présentation va être basée là-dessus. Et une autre partie de la présentation aussi va être basée sur les matériaux en conditions extrêmes, donc qui devraient en intéresser certains, si présents, quoi. Et pour revenir sur un peu le cœur de compétences de Technalia sur les renouvelables, on va participer à tout ce qui va être design, optimisation des structures, des éléments subsea qu'on va retrouver. L'aspect calcul, du coup, on va se reposer sur des softs commerciaux et des codes qu'on a développés en interne pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des phénomènes qui ont attrait dans ce développement d'énergie éolienne, par exemple, flottante. Et on a aussi amené des campagnes de tests en bassin, récolter beaucoup de données, venir calibrer les modèles numériques. Voilà, on a cette vision assez globale, technique, qui nous permet de pouvoir comprendre les enjeux globaux autour du développement de ces nouvelles technologies. Et un dernier point autour justement de ce que je disais de la numérisation des actifs qui vont venir impacter l'aspect opération maintenance et venir optimiser ces coûts-là
grâce à la transversalité qu'on peut trouver autour des nouveaux développements du numérique. Alors, le ArchLab, c'est notre petite bouée laboratoire qui nous permet de venir catalyser un certain nombre d'innovations. Elle a été pensée au début pour ce qui a été compatibilité des matériaux, étude du comportement des matériaux dans ces environnements réels, hein, pas simulés laboratoire. Et cette bouée-là, elle est installée à une zone qui s'appelle BIMEP, c'est-à-dire Biscay Marine Energy Platform, qui est située au nord de Bilbao, à une quarantaine de minutes, et assez proche de la côte. On y accède assez facilement. Vous voyez, il y a 4 points d'ancrage. Il y en a un où, je ne sais pas si vous connaissez Scitech, développeur d'une éolienne flottante, qui est installé là. Et bientôt, on va avoir aussi 2 développeurs houlomoteurs, Carnegie Seto et IDOM, avec sa bouée Marmok, qui vont s'installer sur les autres zones d'ancrage. Donc cette bouée, elle fait 8,5 mètres de diamètre. On peut installer tout un tas d'échantillons pour étudier les matériaux, la corrosion, le falling. Vous avez ces caractéristiques ici. Et une particularité importante, c'est que cet été, là, d'ici 1 mois ou 2, elle sera connectée au réseau électrique de BIMEP. Et du coup, on va avoir de la lumière à l'intérieur. On va pouvoir tester encore plus d'innovation sur cette bouée-là. Donc, comme je disais, la partie matériaux était le driver principal pour la création de ce projet et de cette bouée. Donc, il y a plusieurs zones où on peut installer des échantillons, que ce soit en zone atmosphérique, en splash et en immersion, qui sont assez représentatifs finalement de ce qu'on va pouvoir trouver dans les environnements réels. Et on peut tester aussi des échantillons qui soient sur le deck ou à l'intérieur. Et donc des tests de corrosion avec les différentes classifications CX, LM2, des tests de durabilité des matériaux, pas forcément que métalliques d'ailleurs, et des tests anti-falling parce qu'on a cette zone d'immersion, voire même on peut installer une cage en plus grande profondeur là, pour regarder ce qui se passe au fond et comment les matériaux évoluent au fond de la zone. Et en plus de ça, on peut tester des équipements qui sont situés à l'intérieur de la bouée, des équipements en service, connectés électriquement. Donc vous avez ici là des différents équipements qui peuvent composer le Arch, et également des systèmes, que ce soit des systèmes de communication, de météo, de géolocalisation, voilà. Tout ce qu'on peut imaginer d'une bouée offshore, quoi. On a la capacité aussi de pouvoir embarquer des ROV, et donc de pouvoir se former à la conduite de ROV, ou alors ceux qui veulent aller plus loin peuvent aussi penser à de la vision artificielle pour venir automatiser des inspections. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi proposer et offrir sur cette infrastructure d'essai. Et enfin, on peut penser aussi à l'aspect test de composants. Donc ici, on a une illustration des différents éléments d'ancrage qu'on va pouvoir retrouver sur ce ArchLab. Donc c'est 3 caténaires avec différentes portions de steel wire, encre, etc. Et ici, on a commencé à instrumentaliser une partie qui connecte les ancrages. Et on va s'en servir, on va en parler un petit peu plus tard dans un projet qu'on a en cours, quoi. Ah, j'avance. Et un dernier point au niveau des tests de ce qui va être câbles ombilicaux, risers ou connecteurs sous-marins. Également, on va pouvoir revenir dessus parce que ces 2 éléments font partie de la catégorie des composants critiques que je mentionnais auparavant. Donc voilà un peu pour vous donner une vision un peu large de ce qui peut se faire, des capacités d'essai qu'on peut avoir sur cette infrastructure qui est environnement réel, donc balayé par les vagues, les courants, les marées. Je pense que l'été dernier, on a dû mesurer une vague de plus de 14 mètres. Donc voilà, la plateforme est toujours en place. Elle a été bien conçue, bien construite, et voilà, forcément on l'opère. Et comme je disais, ça nous permet d'aller encore plus loin dans les innovations et pouvoir anticiper les nouveaux outils, le développement de nouveaux outils pour justement abaisser ces coûts opérationnels quand on parle de technologies flottantes qui vont être installées loin des côtes. Donc clairement,
Quand je parle de composants critiques, principalement, on a deux projets qui permettent de s'appuyer dessus, et en particulier les lignes d'ancrage, les câbles ombilicaux, et ce que vous voyez en bas, c'est une pièce de transition qu'on va retrouver sur, par exemple, un flotteur d'éolienne, quoi, qui va connecter le mât à la tour avec le flotteur, quoi. Donc, quel est le contexte autour de les problématiques qu'on va retrouver? On va aller plus loin des côtes, plus profond, on va se retrouver avec des machines plus importantes qui peuvent capter des vents aussi plus réguliers et aussi avec plus de puissance. Ça va impliquer des charges au niveau structurel qui sont beaucoup plus importantes, donc il va falloir développer des systèmes très robustes. Forcément, vu que c'est encore plus loin des côtes, ça implique d'avoir des coûts pour accéder à ces machines et la complexité de pouvoir y accéder qui est important. Et quand on a une panne, une défaillance, le downtime est beaucoup plus coûteux à gérer. Donc quelque part, le secteur a besoin de pouvoir se reposer sur des technologies flottantes qui soient fiables, efficaces, sûres et économiques. Et en parallèle, ça crée des besoins aussi au niveau de stratégie d'opération maintenance. Il faut qu'elle soit le plus efficace possible. Donc on va aller s'approcher des stratégies prédictives de maintenance alimentées par de la donnée, de l'IA, etc., quoi. Et du coup, forcément, ça crée des opportunités pour nous, centres de recherche, mais aussi pour tous les industriels qui s'intéressent à ces problématiques, de pouvoir travailler en particulier sur la prédiction des défaillances, sur le calcul de la vie utile des composants, de pouvoir développer des stratégies de maintenance prédictive qui, in fine, vont pouvoir créer des économies, générer des économies sur les OPEX, quoi. Donc, c'est bien de pouvoir déployer tout un réseau de capteurs, mais encore faut-il pouvoir comprendre et traduire ces données pour qu'elles puissent ensuite nous permettre d'agir et de prendre des bonnes décisions. Donc pour ça, vous voyez la partie laboratoire physique du ArchLab, et on est en train de créer sa réplique, une plateforme virtuelle, donc qui va pouvoir récupérer l'ensemble des capteurs qui sont installés dessus ou qui vont être déployés. Au niveau des besoins qu'on va retrouver, que ce soit industriel, technologique, au niveau de la data, les industriels ont besoin d'applications, ils ont besoin d'outils d'aide à la prise de décision, ils ont besoin de dérisquer les investissements qu'ils doivent faire suite à ces décisions-là. Au niveau technologique, il va falloir développer des capteurs qui puissent fonctionner de manière fiable et robuste dans ces environnements qui sont pas évidents. Les aspects de connectivité aussi, donc s'assurer que la connexion soit toujours établie, est aussi une problématique. On voit de plus en plus de technologies de jumeaux numériques apparaître, donc aussi voilà, comment on va pouvoir s'en servir pour remplir ces objectifs-là. Et au niveau de la donnée en elle-même, comment on la capte, comment on la collecte, comment on la processe, comment on fait en sorte de la faire parler et de pouvoir s'en servir, quoi. Et donc pour ça, sur le ArchLab, on s'est doté d'un outil en interne qu'on avait développé pour de l'éolien, qu'on a appelé le DAS pour Distributed Acquisition System. Et ce DAS-là, vous avez un peu les caractéristiques. Forcément, il faut qu'il puisse fonctionner dans cet environnement-là qui est pas simple. Donc avec des grands mouvements, des accélérations, de la corrosion qui va être un gros problème, les températures et humidité très variables, une connectivité, un accès à la donnée aussi qui peut être problématique, du falling, de la maintenance qui est aussi dur à réaliser. Et ce que vous voyez là sur ce graphique, c'est un peu l'architecture. On va retrouver finalement ces deux graphes là, ça aurait pu être en parallèle, mais d'un côté on va retrouver toute la partie capteur, comment ces capteurs là sont liés au système d'acquisition de la donnée, sachant que chacun va avoir une fréquence d'actualisation, de rafraîchissement différentes. Ils ne vont pas mesurer forcément aux mêmes endroits. Donc une partie qui va être plutôt quasi statique, une autre dynamique. Et on va centraliser toutes ces données-là dans ce cœur de DAS. Donc tout ça est opérationnel sur le ArchLab et finalement prêt à pouvoir accueillir d'autres systèmes d'instrumentation, et offre la capacité à pouvoir venir faire du traitement et de l'analyse de grands jeux de données, quoi.
Et au niveau des capteurs, sur ce ArchLab, on a voulu faire en sorte que ce soit un laboratoire à part entière. Et donc, on l'a instrumenté de manière à pouvoir récupérer un max de données possible. Donc, on peut forcément avoir accès à des conditions environnementales, que ce soit sur la bouée ou tout autour de la zone de BIMEP. On va retrouver des systèmes de localisation, un AIS, des caméras en intérieur, extérieur pour se rendre compte de l'environnement, des accéléromètres pour nous donner les différents déplacements, des jauges de déformation pour les aspects structurels, un capteur de corrosion temps réel. Je ne sais pas s'il est installé, il y a une petite étoile dessus. C'est aussi le but de pouvoir rechercher dessus. Hydrophone pour comprendre si le bruit ambiant, sachant qu'il y a une éolienne d'Emosat qui est située à quelques centaines de mètres, donc on peut éventuellement écouter les bruits qu'elle génère. Je parlais des systèmes d'ancrage, donc des jauges, qu'elles soient des mesures directes ou indirectes, placées à l'intérieur ou à l'extérieur, des inclinomètres, des caméras en dessous et d'autres capteurs qu'on va trouver au niveau des connecteurs et plus tard au niveau des câbles ombilicaux. Voilà. Je vais vous présenter deux projets finalement. Un qui s'appelle Roulette, Roule pour Remaining Useful Life. Celui-là, ce projet se concentre vraiment sur les ancrages et les câbles dynamiques. Donc l'objectif, c'est de voir quelles sont les différentes approches d'analyse de données d'IA qui vont pouvoir permettre d'estimer au mieux possible la durée de vie utile de ces composants. Donc vous voyez, il y a différentes approches, mais au départ, il va falloir créer toutes ces datasets assez complexes qui vont passer par des domaines de recherche qui sont les algorithmes génétiques pour pouvoir créer des jeux de données spécifiques de défaillance. Il va falloir gérer tout ce qui va être les incertitudes au travers de différentes méthodes, prédiction ou aléatoire, des stratégies d'accélération de tests, des analyses de diagnostic de statut de santé, enfin bref, tous ces domaines-là autour du numérique appliqués finalement à ces cas concrets de préoccupation de l'éolien en mer. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a ces jeux de données, on va pouvoir aller sur une autre partie qui est justement la construction de tout ce qui va être les modèles de dégradation et comment ces composants-là vont être affectés durant leur vie par tous les phénomènes qui vont avoir lieu pendant la vie de ces composants-là. Donc voilà, pareil, on aura la capacité de pouvoir développer des nouveaux algorithmes à haute valeur ajoutée, de créer des outils d'aide à la décision. Et ça basé sur des compétences numériques proches, comme peut être les modèles PINS pour estimer la durée de vie utile, du transfer learning, qui est une fois qu'on a travaillé ces nouveaux algos et ces modèles validés, pouvoir déployer sur une autre zone ou sur d'autres technologies. Et voilà, l'objectif étant de pouvoir connaître mieux ce qui se passe au niveau de ces composants-là. Et donc, par exemple, sur les ancrages, on va avoir des jauges à l'intérieur du ArchLab et à l'extérieur directement sur le Arch. Donc, on va travailler ces technologies de soft sensing ou virtual sensing, de sorte de pouvoir avoir des mesures indirectes qui vont pouvoir nous donner des mesures directes sur les tensions d'ancrage, par exemple. Et sinon, sur le bend stiffener, qui est un des composants du câble ombilical, on va venir aussi installer des éléments de mesure de contrainte qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les tensions ou les mouvements qui peuvent y avoir sur ce câble. On va aussi installer des systèmes acoustiques qui vont permettre de situer le câble à différents endroits dans la colonne d'eau. Donc après, toutes ces données-là, elles vont pouvoir être couplées à des modèles numériques qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe au niveau de la durée de vie de ces composants. Et un autre projet ici qui s'appelle Integria, qui vise disons notre tâche va être d'analyser ce qui se passe au niveau de cette pièce de transition que vous voyez là. On ne va pas tester une éolienne entière, non. On va mettre dans le ArchLab cette représentation-là de l'éolienne et de son flotteur. Donc cette partie va être connectée à l'intérieur du Arch. Et ici, on a la tour et une masse qui va représenter le rotor nacelle assembly pour générer justement ces phénomènes-là
de mouvements et de forces qui vont être induites sur la pièce de transition qui, elle, sera instrumentalisée. Et donc l'objectif de ce projet, de manière globale, c'est de pouvoir générer des modèles de détection, de prévention de défauts et de pouvoir construire après ces outils d'aide à la prise de décision qui puissent, in fine, rationaliser les investissements qu'on doit faire sur ces coûts opérationnels. Et comment on va le faire? On va se baser sur deux approches. La première qui va être à la base à partir de données synthétiques, et ensuite on va pouvoir englober d'autres données physiques qui vont être mesurées. Quelque part, notre objectif principal, c'est de pouvoir travailler aussi bien avec des technologies avancées de traitement et d'analyse de données, data-driven model, mais aussi avec toute notre connaissance du domaine autour justement des modèles numériques, se baser sur des phénomènes physiques ou mathématiques et créer ce qu'on appelle des jumeaux hybrides qui puissent, disons, apporter toute la connaissance du domaine et la réalité physique et booster finalement par de la donnée, quoi. Et ouais, sur cette slide-là, vous avez des exemples d'entreprises qui sont déjà venues tester des choses, que ce soit des fabricants de peinture, des systèmes d'instrumentation, des systèmes mécaniques. Donc voilà, cette présentation finalement était pour vous inspirer, pour vous donner envie de venir se rapprocher de nous pour tester des innovations que vous pouvez avoir, des nouvelles idées qui puissent faire avancer ces sujets-là autour des énergies marines renouvelables. Et voilà, on met à disposition cette bouée-là. Et je vais vous laisser sur cette vidéo du ArchLab. Et si vous avez des questions, forcément, mais je serais ravi de pouvoir y répondre. Les images parlent plus que les mots, hein, finalement. Mm-hmm.